Bonjour et bienvenue à notre webinaire pour lancer le programme du mois de la famille dominicaine pour la paix 2021-2022. Je suis le frère Brendan Current, un frère dominicain de la province de Saint-Albert-le-Grand aux États-Unis. Je suis promoteur de province et copromoteur de la région Amérique du Nord. Je suis heureux aujourd'hui d'être ici avec vous. Aujourd'hui, nous lançons le mois pour la paix pour le Venezuela. Nous accueillerons un excellent panel pour réfléchir avec vous sur des points importants concernant la réalité et l'orientation de la famille dominicaine au Venezuela et le peuple vénézuélien. Dans quelques instants, je vous présenterai nos trois panélistes. Mais avant, je souhaite vous demander d'éteindre vos micros ou baisser le volume de vos dispositifs pendant ce webinaire. Nous avons prévu, après chaque intervention, un moment de pause pour vous permettre de partager vos commentaires. Et nous vous le demandons de le faire à travers le chat. Donc, vous pourrez écrire sur le chat une phrase, un commentaire, une question que vous souhaitez adresser à chacun de nos intervenants. Nous allons également consacrer quelques minutes à une session plénière de façon à ce que vous puissiez partager vos commentaires et vos réflexions en personne. Donc, encore une fois, merci et bienvenue à ce programme. Je suis votre serviteur, Brendan Current, promoteur de la région Amérique du Nord. Alors, nous allons tout d'abord écouter le frère Guillermo Mendes, professeur au séminaire Divina Pastora à Barquisimeto et curé de la paroisse du Saint-Esprit de Barquisimeto, Venezuela. Nous accueillerons ensuite un autre frère vénézuélien, Osvaldo Mantilla, qui est professeur de l'Université centrale du Venezuela et professeur également de l'Université catholique Andrés Bello. Enfin, nous écouterons un leader, Reinaldo Ruben Raskin Montiel, avocat et ancien consul du Venezuela à Los Angeles et à Chicago, cofondateur du mouvement La Colina, société civile non gouvernementale. Bienvenue donc à ce programme. Merci de votre coopération et de votre participation à cette initiative. Nous allons donc donner la parole à notre premier panéliste, le frère Guillermo Mendes, professeur au séminaire Divina Pastora à Barquisimeto et curé de la paroisse du Saint-Esprit de Barquisimeto, Venezuela. Le père Ferran Mendes nous parlera de la démocratie aujourd'hui, lecture de et sur notre Venezuela. Frère Guillermo, tu as la parole. Alors bonjour, bon après-midi à tous les participants. Je vais passer tout de suite à la lecture du matériel que j'ai préparé. La démocratie aujourd'hui, lecture de et sur notre Venezuela. Pourquoi nous questionner sur ce sujet? Eh bien, le Venezuela a une population d'environ 29 millions d'habitants, dont 94% vivent dans la pauvreté et 67% dans l'extrême pauvreté. Le complexe sujet de la pauvreté, de l'exclusion et de l'inégalité dans le pays est fortement lié à celui des politiques publiques et de l'état de la démocratie vénézuélienne. En 2019, 1200 personnes ont été consultées sur la situation politique nationale et les personnes interrogées, tout en enregistrant un désir de voter pour le changement,
ont en même temps exprimé une grande méfiance envers les conditions de participation politique et électorale, ainsi que des sentiments de désillusion, de dépression, d'agacement, de tristesse et de désespérance face au scénario social et politique vénézuélien. Récemment, en 2020-2021, dans la famille dominicaine du Venezuela, les frères, les moniales et les laïcs dominicains du pays, nous nous sommes interrogés sur la crise actuelle et il est devenu évident dans les réponses que nous avons trouvées qu'il existe un profond problème politique national. Aujourd'hui, 17 novembre 2021, en fait hier, la conférence épiscopale vénézuélienne a publié un document affirmant que la question électorale a provoqué l'apathie interne d'une grande majorité de la population, l'arrogance d'une minorité et a conduit à une fracture des options politiques de nombreux partis. En tout cas, l'essentiel n'est pas de rester dans la discorde et le conflit, mais de les affronter et de travailler pour les surmonter, pour le plus grand bénéfice, qui est un présent et un avenir plus digne pour le peuple vénézuélien, notre nation. Il ne s'agit pas vraiment de regarder individuellement, donc ce que je gagne ou ce que je perds, mais de transcender le niveau communautaire pour savoir ce que nous gagnons ou perdons en tant que peuple dans l'ensemble de la réalité sociopolitique. L'objectif d'un processus électoral aujourd'hui n'est donc pas seulement de choisir un groupe d'autorité, mais d'envoyer un message clair de détermination et d'engagement en faveur de la refondation de la vie, de la liberté, de la justice et de la paix pour 30 millions de personnes. Les archevêques et évêques vénézuéliens invitent les citoyens, chaque citoyen et en particulier, à prendre très sérieusement et avec maturité les décisions de participer ou non aux élections régionales et locales du 21 novembre 2021 et après les élections, à surmonter l'apathie interne généralisée envers la politique et à devenir les garants que les gouverneurs, maires et conseillers municipaux élus assument leurs responsabilités politiques démocratiques et que ces derniers deviennent de points efficaces pour tous dans la résolution des problèmes du pays. Le système démocratique, la participation politique et électorale et l'apathie face à la politique au Venezuela semblent être des problèmes urgents à aborder afin de résoudre de graves problèmes internes, de rechercher le bien commun et de parvenir à une société plus juste. Par conséquent, en tant que Vénézuéliens, nous devrions remettre en question la démocratie dans notre pays. Nous y consacrerons quelques instants. Mais quelle est la définition de la démocratie ? Corina Iturbe examine l'héritage de Norberto Bobbio à la science politique et réfléchit à la démocratie en suivant le chemin tracé par l'auteur italien et énonce une définition minimale de la démocratie que nous allons suivre dans une certaine mesure. À savoir, la démocratie n'est ni une idéologie ni un type de système social avec un certain contenu ou un programme politique spécifique. La démocratie est comprise comme un ensemble de règles de jeu qui permettent aux gouvernés de décider périodiquement des personnes qui seront habilitées à prendre des décisions collectives, ainsi que des programmes qui sont supposés guider le contenu de ces décisions. Les règles du jeu démocratique prescrivent donc comment décider et non ce qu'il faut décider. Les règles du jeu démocratique permettront la résolution pacifique des conflits, la coexistence et la compétition entre différentes institutions, idéologies, points de vue, forces et offres politiques. Elles permettront aux citoyens de participer à la prise des décisions politiques sur la base de certaines valeurs ou idéaux démocratiques, à savoir l'égalité, la liberté, garantie par l'existence de l'état de droit. La démocratie serait donc une méthode ou une procédure qui conduirait au vivre ensemble dans la justice et la paix, à la non-violence et à l'exercice de la citoyenneté. Ces règles résultent de se demander qui et comment dans le jeu politique démocratique et sont commandées par les valeurs d'égalité et de liberté politique. Les règles du jeu démocratique nous diront qui sont les joueurs, comment ils doivent jouer et quels mouvements ils peuvent faire. En bref, il s'agit des règles suivantes. Qui sont ceux qui ont le droit de participer au processus de la démocratie ? Tous les citoyens adultes. Le suffrage universel rend tous les citoyens égaux en droit politique et empêche l'exclusion ou la discrimination fondée sur le sexe, la culture ou la richesse. L'égalité du vote, étant donné qu'il est entendu sans discussion que chaque vote aura la même valeur qu'un autre vote. Point 3. Le principe de la majorité selon lequel on part du principe que les décisions sont prises en fonction de la majorité absolue. Quatrièmement, le suffrage, en plus d'être égal, doit être libre et impliquer des libertés politiques individuelles.
Le système démocratique ne fait pas d'évaluation des offres politiques proprement dites. Il ne mesure pas laquelle est la meilleure ou pire, mais il permet de savoir quelle option politique serait la plus acceptable pour tous selon ce que donne le résultat des votes. La démocratie doit garantir aux citoyens la possibilité d'exprimer leurs opinions et de s'organiser politiquement comme ils le désirent. Elle implique donc un engagement entre les partis, citoyens, partis et forces politiques à résoudre les différences et les conflits en privilégiant l'accord, sans recourir à la violence et en respectant à tout moment les règles du jeu et les institutions démocratiques. Dans un système démocratique donc, l'adversaire n'est plus un ennemi à détruire, mais un adversaire qui pourrait à un certain moment prendre la position prédominante. La lutte politique est valide. Cependant, pour être légitime, elle doit suivre les règles du jeu démocratique, en respectant l'état de droit, en permettant à tous les citoyens de participer pacifiquement à la prise de décision collective qui cherche à résoudre les conflits sans violence, dans l'égalité et la liberté. Il est important de préciser que de tels conflits ne seront jamais résolus de manière définitive. Par conséquent, les choix politiques effectués peuvent toujours être réévalués et des propositions plus acceptables recherchées chaque jour. En définitive, dans les démocraties solides, des sociétés plurielles robustes émergent, où il est possible de faire coexister en justice et en paix une multiplicité de forces politiques organisées qui peuvent accéder au pouvoir ou influencer politiquement la prise de décision collective de manière pacifique en participant à des processus électoraux. Par conséquent, les partis politiques, en tant qu'institutions politiques représentant diverses options ou idéologies politiques, suivant les règles du jeu démocratique et respectant les valeurs d'égalité et de liberté politique ainsi que l'état de droit, devraient jouer le rôle de médiateur entre les citoyens, les propositions et les gouvernements. Qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, Fernando Mires se réfère à des études de la Banque internationale de développement et de l'Institut international d'études stratégiques qui examinent le développement politique et démocratique en Amérique latine. Et la première chose qui émerge est que l'hétérogénéité politique de la région est indiscutable. Cependant, l'auteur chilien reprend ce qui semble être commun à toutes les nations de ce côté-ci du monde. Selon le rapport de la Banque internationale de développement, le paysage politique de l'Amérique latine se caractérise par la fragilité des partis politiques, l'apathie à l'égard de la démocratie, la précarité du système judiciaire, le faible niveau d'intérêt politique et l'impasse entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Pour l'Institut international d'études stratégiques, sauf exception notable, la démocratie n'a pas répondu dans la plupart des pays d'Amérique latine. Au contraire, elle a été associée à la corruption, au crime et à la violence. Seulement 35% des latino-américains, par rapport à 47% des Européens, sont satisfaits de leur démocratie. Même si dans son article, Mires ne parle pas directement du Venezuela, il semble que ce qui est présenté dans cette citation décrit dans une large mesure ce qui se passe dans le pays et nous avons essayé de l'indiquer au début du texte. Nous examinerons brièvement le cas vénézuélien plus en détail ci-dessous. De 1998 à aujourd'hui, il est évident qu'un processus politique, en promouvant une proposition révolutionnaire, a compromis le système démocratique du pays. Les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et moraux ajoutés par la Constitution en 1990 ont été progressivement capturés par le chavisme ou le socialisme du XXIe siècle. Le gouvernement d'abord de Chávez Frías et maintenant de Nicolás Maduro, protégé par des élections successives au minimum discutables pendant plus de 2 décennies, défend sa légitimité et cela, ainsi que la perte d'autonomie des autorités publiques, montre l'érosion du système démocratique au Venezuela, ce qui conduit à la difficulté de l'opposition politique dans le pays et du libre exercice de la citoyenneté par le peuple vénézuélien. Ce qui a été dit dans ces paragraphes sont des situations qui provoquent la migration de nombreux Vénézuéliens et la fragmentation de milliers de familles, des violations répétées des droits de l'homme, des scénarios de violence politique, la destruction du PDVSA et de l'industrie pétrolière nationale, les multiples expropriations d'initiatives privées et la ruine de la production et de l'économie du pays, le fléau de la corruption, l'hyperinflation et la dollarisation, l'inefficacité des systèmes de santé, d'éducation et de sécurité, la profonde crise humanitaire du Venezuela.
Au Venezuela, on a certainement eu des multiples processus électoraux, mais l'autonomie et l'indépendance des autorités publiques ont été perdues car elles se sont immergées dans des soumissions idéologiques qui ne favorisent que le gouvernement. Cependant, les citoyens ont toujours eu un fort désir de voter pour le changement, mais en l'absence de garanties d'égalité, de liberté politique et d'offres politiques différentes, une grande méfiance à l'égard des conditions de participation politique et électorale a été cultivée dans le cœur du pays, développant des sentiments de désillusion, de dépression, d'agacement, de tristesse et de désespérance à l'égard du scénario social et politique vénézuélien aujourd'hui. Le suffrage n'est pas exercé de manière libre et égale. Le gouvernement de Chávez Frías d'abord et de Nicolás Maduro maintenant exerce une pression politique, médiatique et dans la rue pour intimider ses opposants et gagner des adhérents dans ses rangs. De cette façon, les droits politiques des citoyens en général et en particulier ne sont pas respectés. De nombreux leaders de l'opposition et même de simples citoyens qui critiquent le socialisme du XXIe siècle sont menacés et disqualifiés politiquement. Beaucoup ont dû quitter le pays en raison des menaces contre leur sécurité et celle de leur famille. Les partis politiques traditionnels qui ont vu leurs emblèmes politiques confisqués et leur rang infiltré sont restreints. On pourrait en dire beaucoup plus, mais nous n'avons pas le temps de le faire. En bref, les règles du jeu démocratique au Venezuela ont été brisées. Les valeurs d'égalité et de liberté politique ne sont pas respectées et il n'existe pas de garantie pour une participation saine aux compétitions électorales. Les droits politiques des citoyens sont violés, les institutions démocratiques du pays ont été détruites et les pouvoirs publics ont été pris en otage. Le nombre d'élections organisées n'atteste pas du bon fonctionnement de la démocratie sur le territoire vénézuélien. Il existe un problème politique national grave qui se traduit par une grave crise humanitaire. Le Venezuela souffre. Peut-on y être indifférent? Comment réagir à cela? Eh bien, la famille dominicaine du Venezuela, les frères, les moniales et les laïcs de Saint-Dominique se sont appelés à travers l'éducation à répondre à la crise actuelle du Venezuela, souffrant plus précisément avec un projet éducatif qui cultive la foi, les vertus et les valeurs chrétiennes, qui éclairent notre présent agité et promeuvent une société différente, plus juste, où des changements profonds et qui aident à atteindre le bien commun de la vie vénézuélienne sont possibles. Un projet éducatif qui suit la tradition dominicaine et renforce les valeurs démocratiques, l'exercice de la citoyenneté et la défense des droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, l'éducation présentielle et ou virtuelle dans un format simple mais efficace qui bénéficie à tous uniformément en donnant une attention particulière aux jeunes du pays, en les sensibilisant à la crise sociale, politique et économique du Venezuela qui affecte particulièrement la famille vénézuélienne. L'objectif de ce projet est d'approfondir les problèmes vécus dans le pays et de les faire connaître au niveau national et international afin que les Vénézuéliens se sensibilisent à la conscience critique nécessaire pour surmonter cette situation historique. Merci. Merci Guillermo, merci frère Guillermo pour cette analyse et ces remarques. Alors, si tu le souhaites, tu peux répliquer aux nombreux commentaires sur le chat. Alors, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas et écrivez vos commentaires, vos questions, vos réflexions par rapport à cette analyse. Merci, merci beaucoup encore et merci à vous tous d'être là. Comme je vous l'ai dit au début, après chaque intervenant, nous avons prévu quelques minutes pour un échange. Alors, frère Guillermo, si tu souhaites revenir sur les commentaires formulés sur le chat, vas-y. Alors, désolé, mais... Non, pas de souci. Ne t'inquiète pas. Alors, à plusieurs reprises sur le chat,
on te demande de revenir un petit peu sur justement cet équilibre qui est en danger aujourd'hui concernant la démocratie. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce mot que tu as utilisé à plusieurs reprises et que nous avons déjà entendu dans d'autres contextes également, le mot démocratie, frère Guillermo? Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Que signifie démocratie au Venezuela aujourd'hui? Je sais que tu en as parlé dans ta présentation, mais est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Eh bien, au Venezuela, le concept de démocratie s'est réduit à l'organisation de processus électoraux. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous considérons que nous sommes dans un État démocratique uniquement à cause du fait que des processus électoraux sont organisés régulièrement. Alors, mais en fait, nous parlons uniquement de charges politiques, c'est-à-dire président de l'Assemblée législative, gouverneur, etc. Et donc, le concept de démocratie, c'est ça, c'est l'organisation de processus électoraux, sans plus. Mais aucune garantie n'est fournie pour ce qui est de la participation de représentants de l'opposition au gouvernement chaviste. Et donc, il n'y a aucune possibilité de jouer le jeu démocratique, donc de respecter les règles du jeu. S'il y a des processus électoraux où moi, qui est au gouvernement, j'ai la possibilité de contrôler ce processus, donc de coordonner tout ce processus, d'une certaine façon, donc je peux influencer ce processus. Et l'opposition, à ce point, n'a aucune possibilité. Donc c'est un scénario où démocratie signifie élection, pas plus. Et donc, ces processus électoraux, en fait, ne sont ni libres, ni transparents, et ils ne représentent pas vraiment une occasion d'expression libre. Et donc, toute offre politique de la part de l'opposition est complètement annulée. Il est impossible de se manifester ouvertement en opposition au gouvernement. Et donc, et cela a eu bien sûr de nombreuses conséquences, parce que tous ceux qui s'opposent au gouvernement d'une façon ou d'une autre, eh bien, n'ont aucune possibilité. Et si quelqu'un de l'opposition réussit quand même à obtenir un poste public, à remporter une élection, eh bien, de toute façon, il sera mis de côté. On ne tiendra pas compte de lui ou d'elle. Et donc, cela crée beaucoup de confusion, en fait. Parce que en fait, il n'y a plus d'emblème pour les partis non plus. Et donc, il y a beaucoup de confusion. Les gens ne savent pas trop ce qu'ils vont voter, qui ils vont voter. Alors, mais au-delà du problème politique proprement dit, eh bien, nous voyons que le citoyen n'a plus envie d'entrer dans cette dynamique sociale ou dans cette dynamique politique. Et cela a causé une fracture, en fait. Le système démocratique a été pris en otage d'une certaine façon. Et donc, le citoyen n'a plus aucun intérêt
à l'égard de la vie politique. Les gens ne s'intéressent plus à la question électorale. Et donc, la problématique est en fait beaucoup plus profonde. Et c'est ce que justement la conférence épiscopale est en train de dénoncer actuellement. La citoyenneté ne s'engage plus au niveau politique. Elle cherche des solutions en dehors de la politique. En fait, c'est un problème de longue date qui est né avec le populisme. Mais au cours de ces 20 dernières années, le problème est devenu encore plus grave. Dimanche prochain, nous aurons des élections. Et si je dois être sincère, je dois dire que les gens ignorent complètement de quoi il s'agit, qui ils vont voter, qui ils peuvent voter. Et les maires même, qui devraient être les personnes les plus proches aux populations, sont pratiquement inconnus des gens qui devront ou devraient les voter. Donc, on craint une très faible participation aux urnes. Et cela, bien sûr, affaiblit la démocratie. Cela compromet les règles du jeu. Et cela a donné lieu à toute une série de problèmes. Et si nous allons au-delà de cela, cela a signifié pour beaucoup de personnes devoir quitter le pays, puisque toute cette situation politique a donné naissance à un système politique pervers qui a conduit à une inflation, une superinflation. Et en fait, ce phénomène n'est pas lié à la situation économique, c'est une superinflation due à la politique. D'une certaine façon, les autorités ont créé une dépendance de la population par rapport à ce qui est public, par exemple, à travers la création d'un service qui prévoit une redistribution des aliments. En fait, ce service n'a pas été une véritable solution parce que les personnes qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement sont exclues de ce système. Merci beaucoup, frère Guillermo. Alors, je m'adresse maintenant à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions à travers le chat. Ne vous découragez pas. Nous allons revenir sur ces questions dans notre section de questions-réponses. Et j'ajoute que ce n'est pas notre dernier webinaire. Nous allons revenir sur les projets de pastoral, voir comment les jeunes peuvent participer à ces projets, les projets de l'ONU également, et d'autres thèmes donc que nous allons aborder à la fin de ce webinaire et dans les prochains webinaires. Donc, nous allons revenir maintenant sur la question des élections également. Alors, je vous demande pardon, nous n'avons plus beaucoup de temps à disposition. Donc, je remercie encore une fois le frère Guillermo et nous continuons dans ce webinaire avec notre prochain intervenant. Alors, le frère Osvaldo va nous parler de la dynamique des rapports entre l'Église et le gouvernement. Nous avons donc invité pour cela le frère Osvaldo Mantilla, qui est professeur à l'Université centrale et à l'Université catholique Andrés Bello. Le frère Osvaldo va nous parler justement de ces rapports entre l'Église et le gouvernement, si ces rapports existent, bien évidemment. Alors, frère Osvaldo, tu as la parole. Bien, buenas tardes, bonsoir, buenos días. bon après-midi. No sé en qué horario me están Tout escuchando dépend ustedes du en lieu este où vous vous momento. trouvez en ce moment. Agradezco Je mucho remercie a la la famille familia dominicana dominicaine
a et ustedes tous les aquí, a Fran Brendan, a organisateurs, todos que me han le invitado frère a Brendan entre participar en autres. este Vous m'avez invité conversatorio, à prendre la que más que una parole ponencia es au conversar cours de ce sobre la realidad de webinaire, au nuestro cours de país. ce Como forum, decía Fray pour Brendan, vous yo tengo parler, como comme l'a participación dit en le esta frère tarde las Brendan, relaciones iglesia y au sujet Estado des en Venezuela rapports durante los entre últimos le 20 años. gouvernement vénézuélien Yo et he le dividido esto Saint-Siège. en J'ai 3 divisé ma partes. présentation en 3 La parties. primera es Je vous el parlerai donc tout gobierno d'abord des de rapports entre le Venezuela y las gouvernement du relaciones con la Santa Venezuela et le Sede, con el Saint-Siège. papado. Pour Un ensuite segundo aborder momento yo la hablaré de las question des relaciones del rapports gobierno y la entre le conferencia episcopal gouvernement du venezolana, que Venezuela también ha et la sido conférence bastante prolífica, sobre todo en épiscopale, documentos. Y una última des parte rapports très riches. es la Et enfin, incidencia de je la vous gestión parlerai del gobierno sobre la acción social de la du iglesia, gouvernement ¿verdad? Que et de también es l'action un tema sociale que de está l'Église actualmente au Venezuela, muy en un boga en thème qui est nuestro très à la país mode y que actuellement también ha dans mon sido pays et qui a ampliamente été comentado, sobre amplement todo por commenté los par pastores de la iglesia de tous les Venezuela. pasteurs de l'Église du Entonces, Venezuela. como introducción, debo Pour decir que, bueno, introduire que el ce Venezuela thème, durante estos je dois dire que últimos le Venezuela, au 20 cours de años, ces 20 ha dernières années, tenido a eu d'excellents excelentes nonces nuncios apostoliques qui que han ont trabajado œuvré para pour fortalecer las renforcer relaciones les entre la rapports iglesia, entre la sede de entre le Roma Saint-Siège et y le el gobierno gouvernement venezolano. vénézuélien. Cuando Chávez Lorsque asume la Chávez presidencia, arrive au pouvoir, estaba Monseñor le Leonardo nonce Sandri, que apostolique inmediatamente était sale y Monseigneur deja al Leonardo frente Sandri, un diplomático de mucha calidad, como es Monseñor qui a été André ensuite Pierre-Louis remplacé Dupuy, par un y excellent diplomate, seguidamente Monseigneur André tenemos 3 Pierre-Louis nuncios Dupuy. italianos, ¿no? Et puis, nous avons Monseñor eu Giacinto 3 Berlocco, nonces italiens, Monseñor Pietro Monseigneur Parolin, que Giacinto actualmente es Berlocco, el cardenal Monseigneur Pietro secretario de Estado, Parolin, qui est y actuellement Monseñor secrétaire Aldo d'État, Giordano, que et acaba Monseigneur de culminar Aldo su misión en Giordano. Venezuela. Yo he leído Alors, algunos j'ai lu documentos y plusieurs quiero hacer énfasis documents en algunos et tópicos, j'aimerais algunos temas que insister uno et ve revenir recurrentemente sur entre lo que ha sido la certains thèmes, iglesia sur de certains Roma y aspects qui ont Venezuela. caractérisé les Entonces, un rapports elemento entre le importante que yo tengo que Venezuela et le señalar es la Saint-Siège. cultura Tout de la d'abord, la tolerancia. culture de Es la decir, tolérance. en los Dans documentos les documents pontificios y en los pontificaux documentos, por que j'ai ejemplo, de pu la misión consulter, diplomática de Monseñor des Dupuy, que fue documents de la mission diplomatique de ampliamente Monseigneur reseñada y Dupuy, sobre todo ha sido des documents recogida qui en un constituent precioso actuellement volumen para nuestra historia de la iglesia en un Venezuela. précieux Él habla volume. de que ese Eh elemento de bien, la tolerancia es nous el pouvons hilo voir que la conductor tolérance est le para fil establecer un diálogo conducteur en Venezuela. Él pour dice que no établir un podemos tener una dialogue entre visión les parties maniquea de en la conflit. historia, porque Au cours de ces années, normalmente durante estos años, aussi bien pendant le tanto en el gouvernement de gobierno Chávez de Frías Hugo que Chávez pendant le Frías como gouvernement el de gobierno de Maduro, Nicolás Maduro, on a beaucoup se parlé ha hablado mucho de sobre la visión que se vision tiene de de ce qu'ils lo que appellent ellos la llaman la Cuarta quatrième República, es decir, république los años de la de democracia, desde 1958 à 1958 hasta 1999, 1999. une vision Y assez es una visión bastante négative, negativa y muy oscura. alors qu'avec la Mientras que Cinquième la Quinta République, República, que es la decir, a République partir donc del triunfo de Chávez y hasta avec donde vamos Chávez et viendo el Maduro, gobierno de Maduro, eh bien, pues se habla como l'état de un estado de gouvernabilité est assez gobernabilidad bon. bastante bueno. Cette culture de la tolérance Y en esa cultura de insiste la sur tolerancia, le fait qu'il ne faut pas se insiste mucho en condamner no desdeñar, l'adversaire. Il ¿verdad? faut Ni adopter condenar un al adversario. comportement Es decir, hay que plutôt tener una actitud más conciliatoire par rapport à conciliatoria con l'adversaire, aquellos que son notamment adversarios, porque lorsque en la Venezuela ustedes politique saben est que la polarisée. política está Un deuxième extremadamente élément qu'il y a lieu polarizada. de Un segundo souligner elemento que me et qui llama la atención de caractérise estas justement relaciones ces entre la rapports, eh bien, Santa c'est Sede y Venezuela l'accompagnement d'un es el dialogue. acompañamiento Le de un diálogo. Saint-Siège Y et esto quiero l'Église hacer énfasis en el doivent acompañamiento. donc Diálogo, encourager, pues la iglesia tiene que inspirer ser
un creadora de climat una de concordia, ¿verdad? Y de concorde una et unidad d'unité que se qui necesita sont para poder nécessaires construir en pour el país construire dans le esta pays cette reconciliación y la réconciliation et solidaridad. cette solidarité El qui sont diálogo es fondamentales. necesario en un Estado Le democrático. dialogue est Esto es donc fundamental. nécessaire dans un Y État por supuesto, démocratique. C'est para que se fondamental. den Et estos bien objetivos entendu, comunes, pour porque lo que se atteindre busca el ces diálogo objectifs al final no communs, es puisqu'il ne fortalecer una s'agit pas de posición sobre renforcer une otra, position au sino lo détriment que quiere d'une es autre, establecer mais plutôt un d'établir diálogo para un construir un dialogue bien qui común donde todos permettrait los de venezolanos construire podamos le bien commun participar. auquel tous En los nous documentos pourrions que participer. se leen Eh se bien, on habla parle de de varias certaines condiciones. conditions, et Estas ces conditions condiciones peuvent las être podemos resumir résumées de en la tres. façon suivante. Tout d'abord, la réciprocité, c'est-à-dire l'autre est indispensable. On ne peut agir de façon unilatérale. Il s'agit d'un bien commun, du bien de tout un peuple, et qui ne peut être atteint au détriment du bien-être d'une partie. Et bien entendu, les droits des individus doivent être absolument respectés. Le deuxième point à souligner ici, c'est l'ouverture et l'acceptation des points de vue de toutes les parties impliquées, c'est-à-dire accepter la différence et la spécificité de l'autre. Et ceci pour éviter de tomber dans un faux compromis. Et enfin, la transparence. Le vrai dialogue exige une grande transparence, notamment lorsque il y a un risque d'embûche ou de feinte, pour ainsi dire, de la part de ceux qui ne souhaitent pas ce dialogue. Car le manque de transparence pourrait détruire toute possibilité de dialogue. Les documents parlent également de Jean-Paul II, puisque pour lui, le dialogue consiste à faire de l'autre un prochain, ce qui peut être interprété, bien entendu, comme une valeur chrétienne. La politique du Vatican a également voulu rendre réelle cette table du dialogue. En janvier 2001, le nonce apostolique propose au président Chavez de s'asseoir justement autour de cette table du discours, du dialogue. Tout au début, cette proposition n'a pas été appréciée par le gouvernement, qui a accusé Monseigneur Dupuy de vouloir s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela et a accusé également l'église locale d'être une église d'opposition. En fait, l'église n'est pas une alternative au pouvoir. L'Église ne présente pas un projet politique spécifique. Par la suite, cette table du dialogue devient une réalité avec le pape François. De fait, le pape François envoie Monseigneur Claudio Mariacelli comme son délégué dans le processus de dialogue entre les acteurs politiques. Et c'est ce dialogue qui va se déployer dans les années 2016 et 2017. Officiellement, le Vatican n'a pas parlé des conditions pour
établir cette table du dialogue, mais je peux en parler aujourd'hui puisque c'est désormais du domaine public. Alors, quelles étaient ces conditions? Eh bien, le pape demande tout d'abord un canal humanitaire. Le pape demande également la libération des prisonniers politiques. Le troisième élément, c'est la transparence. Le quatrième élément, c'est reconnaître à l'Assemblée nationale le rôle qui lui est attribué dans la Constitution. C'étaient les conditions requises pour continuer dans ce processus de dialogue. Pour la politique de l'Église, ni l'État, ni la nation, ni le pays constituent une valeur suprême. Seul l'être humain a une valeur suprême. Et lorsque cette valeur n'est pas respectée, lorsque l'être humain est bafoué, l'Église intervient. Jean-Paul II avait également placé au sein de son ministère la défense des droits de l'homme. Un autre élément qui a attiré mon attention dans ces documents, notamment par rapport à cette révolution de la paix dont il est question, une révolution qui ne se fait pas, bien sûr, avec les armes, mais avec les fruits de l'esprit, le partage, l'amour et la réconciliation. La paix qui suppose justement accepter les différences. Cette révolution qui refuse tout manque de respect à l'égard des autres, et ce, en vue d'une société qui soit de plus en plus juste, de plus en plus fraternelle. Bien sûr, pour cela, il faut affronter les ennemis. Et qui sont ces ennemis? Eh bien, tout d'abord, le pouvoir incontrôlé des organes de l'État, la violence à l'égard de l'opposition. Troisièmement, le fait qu'il n'y a pas de distinction entre autorité et pouvoir. Et enfin, bien entendu, on parle de ne pas idolâtrer des projets politiques nationaux, personnels ou collectifs. Alors, quel est maintenant le rapport entre le gouvernement et la conférence épiscopale vénézuélienne? Eh bien, là aussi, la position du Saint-Siège est assez critique par rapport aux documents publiés par le gouvernement à partir des années de la 2000. Alors, tout d'abord, les critiques concernent essentiellement le modèle politique et économique déshumanisant. C'est une idée transversale que l'on retrouve dans tous les documents et un élément qui est présent dans cette longue liste d'exhortations de la part du Vatican. Le Saint-Siège ne préconise pas un système politique en particulier, et il en est de même pour la conférence épiscopale. Mais au mois de janvier de cette année, nous avons publié un document où justement nous pouvons lire: dans notre pays, nous souffrons des conséquences désastreuses d'un modèle économique
imposée par un régime et une idéologie communiste. Et c'est la réalité. Ce modèle communiste a eu des conséquences néfastes au niveau du système éducatif, du système sanitaire, une dévaluation qui a appauvri toute la population, une migration forcée, et les personnes qui quittent le pays sont parfois harcelées par l'armée, par la police. Et c'est là le résultat des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Donc là, nous assistons à la mise en place d'un régime totalitaire appauvrissant, centralisé, que le gouvernement est déterminé à maintenir. Alors, les mesures prises et mises en œuvre par le gouvernement pour nourrir la population sont insuffisantes et tendent à créer la mendicité et bien sûr une augmentation de la dépendance. Les politiques sociales et économiques sont infectées par la corruption et elles ont enrichi un petit groupe de personnes proches du gouvernement. Tout à l'heure, le frère Guillermo a parlé du document qui vient d'être publié en vue des élections du dimanche. Eh bien, notre constitution, comme l'ont souligné nos évêques, a 63 ans désormais. Et les élections qui ont eu lieu au cours de ces 20 dernières années sont des élections qui n'ont pas été transparentes. L'Union européenne et d'autres pays encore ne reconnaissent pas les résultats de ces élections. Et donc, les leaders sont déqualifiés d'une certaine façon. Les évêques proposent en ce moment, dès les élections présidentielles et parlementaires, des élections auxquelles tous les Vénézuéliens auraient accès. Il y a lieu de remarquer ici, pour ce qui est justement de cette fissure du système démocratique, c'est qu'en 2016, la majorité des Vénézuéliens a exprimé lors du suffrage une volonté complètement contraire à la volonté du gouvernement. Le gouvernement qui s'est senti donc menacé et a créé l'Assemblée nationale constituante qui devait justement réformer la Constitution. Mais les évêques constatent que cette Assemblée nationale constituante est inconstitutionnelle puisqu'elle n'a pas été élue de façon démocratique. Et donc, elle est illégitime. Elle n'a pas été créée effectivement pour rédiger une nouvelle constitution, mais agit comme un pouvoir exécutif. Et donc, toutes les manifestations ont été interdites, toute expression de l'opposition a été interdite. Et on demande, la population demande, et nous demandons la création d'un conseil électoral transparent. Le Saint-Siège parle également de la question des droits de l'homme.
Alors, apparemment, il y a un petit souci technique. Alors, voilà, la connexion est rétablie. Frère Osvaldo, il y a eu une interruption. Désolé de cet inconvénient technologique. Alors, je voudrais maintenant t'adresser quelques questions qui ont été posées à travers le chat. Tout ce que tu nous as dit est extrêmement important, bien sûr. Alors, ta présentation a été interrompue, mais je vais reprendre avec toi quelques-unes des questions qui nous ont été posées. Alors, comment se sont déroulés vos rapports avec le gouvernement? Est-ce que le gouvernement maintient des rapports avec la famille dominicaine et avec l'Église en général au cours de ces dernières années? Est-ce que les rapports sont tendus? Est-ce qu'il y a une entente entre vous? Frère Osvaldo, tu as la parole. Alors, pour ce qui est de la famille dominicaine, eh bien, nous avons été affectés essentiellement au niveau de notre travail éducatif, puisque nous avons subi la pression du gouvernement, une pression assez forte, d'ailleurs, qui était perçue dans nos écoles. Et cela, par exemple, d'adopter une éducation libre. Nous ne pouvons pas, par exemple, augmenter le salaire de nos enseignants. Donc, il y a de plus en plus souvent une fiscalisation de l'État dans les établissements scolaires. Et puis au niveau de la paroisse, eh bien, le gouvernement n'accepte pas de financer des projets sociaux mis en place par notre congrégation. Alors, merci. Alors, dans notre section questions-réponses, plusieurs participants ont fait allusion au réseau de la famille dominicaine et du programme de citoyenneté auquel d'ailleurs le frère Guillerme a déjà fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire votre programme d'éducation à la citoyenneté. Donc en fait vous éduquez à être de bons chrétiens et de bons citoyens. Et donc est-ce que le gouvernement intervient là-dessus? Est-ce qu'il y a une ingérence de la part du gouvernement? Est-ce qu'il vous oblige à aller dans une certaine direction? Est-ce qu'il y a une ingérence au niveau de votre travail? Eh bien, pour le moment, non. Mais il est très possible qu'à l'avenir, cela devienne une réalité, donc une ingérence de la part du gouvernement lorsque nous parlons surtout de la promotion des droits de l'homme. Et il n'est pas encore intervenu dans notre cas, mais il l'a fait pour d'autres congrégations. Merci. Il y a d'autres commentaires encore sur le chat et donc nous y reviendrons après notre troisième intervention. Donc tu pourras répondre aux questions ou revenir sur certains commentaires dans notre section questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et puisque tu as parlé de certains points
qui en fait seront repris par notre troisième intervenant, qui est Reinaldo Ruben Raskin Montiel, un avocat et ancien consul du Venezuela. Il est le fondateur du groupe La Colina, qui est une association civile, une organisation non gouvernementale pour les forces démocratiques du Venezuela. Alors, bienvenue, cher Reinaldo Ruben, et merci d'avoir accepté de prendre la parole dans cette conversation. Alors, merci. La parole est à toi. Alors, je tiens avant tout à remercier la famille dominicaine, le frère Brendan Curran, pour m'avoir invité à prendre la parole au cours de ce webinaire et pour parler au sujet des problèmes actuels du Venezuela. J'ai choisi un thème qui, à mon avis, était important et que je vais aborder immédiatement. C'est ce que nous pourrions appeler la caractérisation du régime vénézuélien. Un régime qui est la cause de toutes ces calamités. On pourrait dire qu'au Venezuela, il y a une espèce de dichotomie entre démocratie et dictature. Et le terme dictature est un terme qui a été adopté déjà depuis un certain temps, puisque c'est en fait ce qui correspond le mieux pour décrire la situation actuelle. Alors, le Venezuela a été un État qui appartenait à la communauté internationale. Beaucoup d'études démontrent aujourd'hui que le Venezuela est un État en faillite. C'est un État, un pays qui est en otage, un otage des militaires qui contrôlent les entreprises, et un État qui agit à travers des menaces pour s'assurer le contrôle de l'activité économique et d'autres activités encore qui ne sont pas licites, tel le trafic de stupéfiants. Donc, le Venezuela a été décrit comme un otage de cet État, de ses militaires. Mais il y a d'autres éléments qui rendent encore plus grave la situation du Venezuela. Le Venezuela est un territoire qui a été pénétré par des groupes de terroristes irréguliers, donc des narcocriminels qui proviennent de la Colombie notamment, et puis également les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Et donc ces groupes terroristes menacent la population, contrôlent des territoires plus ou moins étendus, notamment dans la partie occidentale, donc dans les territoires proches de la frontière avec la Colombie. Táchira, Apure, Barinas. Donc, c'est là où l'on trouve le plus grand nombre de ces irréguliers. Mais ce n'est pas tout. D'abord avec Chavez et ensuite avec Maduro. Le Venezuela a dû affronter les milices syriennes qui ont fui leur pays et avec
les Hezbollah et avec Hamas sont actuellement présents sur notre territoire. Donc, le Venezuela n'est pas uniquement un territoire dominé par une dictature militaire qui essaie de tout contrôler. Mais nous avons assisté à la présence de toute une série de groupes criminels que je viens de vous citer. Et cela rend extrêmement complexe la lutte politique au Venezuela. Alors, ces groupes, bien sûr, agissent avec la complicité du pouvoir, hein. Et maintiennent bien sûr des liens étroits avec leur groupe d'origine. À cela, il faut également ajouter toute une série de groupes criminels armés par le gouvernement de Chavez et ensuite par le gouvernement de Maduro. Et donc un crime organisé qui sont présents dans différentes régions du pays et qui menacent les personnes, qui contrôlent des espaces, des territoires, qui contrôlent donc la population vénézuélienne et créent donc un climat d'insécurité totale. Et donc on pourrait très bien dire, sans exagérer, qu'au Venezuela, il y a une kleptocratie, c'est-à-dire un gouvernement corrompu, de voleurs, de criminels. Et c'est ainsi que l'on peut mieux comprendre, en connaissant cette situation, en connaissant la liste des acteurs qui agissent aujourd'hui au Venezuela, on peut mieux comprendre le pourquoi de cette crise. La crise du Venezuela est une crise multidimensionnelle. Elle embrasse tous les secteurs et tous les domaines. Il s'agit tout d'abord d'une crise économique, une crise économique colossale qui a provoqué, par exemple, la faillite de l'industrie pétrolière. Ces industries qui étaient les principales industries de notre pays ont été complètement détruites. Aujourd'hui, le pays ne peut pas bénéficier de ce que représentait cette industrie, puisque cette industrie ne fonctionne plus, les raffineries ne fonctionnent plus, la production a baissé énormément. Il suffit de rappeler à ce propos que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir en 1999, le pays produisait 3 200 000 barils par an de pétrole. Aujourd'hui, à peine 150-400 000 barils par jour. Et nous assistons en plus à une crise de l'environnement. Et c'est ce que nous voyons au sud du pays, dans ce qu'on appelle l'arc minier. Donc nous assistons à une véritable tragédie écologique. Et là, il s'agit d'un secteur qui est contrôlé par les forces armées et par ces groupes armés, et notamment le RNR et d'autres milices telles que Hezbollah et Hamas. Donc nous assistons également à une crise énergétique. Et je ne sais pas comment ils y ont réussi, mais
ils ont également complètement détruit le parc énergétique du Venezuela, qui était l'un des meilleurs de l'Amérique latine. Aujourd'hui, le Venezuela a une crise énergétique. La population n'a pas accès 24 heures sur 24 à un service d'électricité, un service d'eau, le gaz domestique également, qui avant était fourni sur une base régulière, eh bien, cela n'est plus ainsi aujourd'hui. Une crise sociale, une crise humanitaire énorme. Le peuple du Venezuela souffre la faim, le chômage, et tout cela a provoqué, notamment au cours de ces 4 dernières années, a provoqué une migration sans précédent, une migration que l'on pourrait comparer à la migration de la population syrienne. Mais dans le cas de la Syrie, nous le savons, il s'agit d'une guerre, alors que la migration au Venezuela est le produit de cette destruction provoquée par le gouvernement. Et la population se voit donc obligée à migrer volontairement. Et le Vénézuélien, donc, demande asile aujourd'hui. Et ils migrent essentiellement vers la Colombie. Donc, le Vénézuélien est devenu un émigré, un réfugié, un exilé. Mais la migration vénézuélienne est une migration de près de 6 millions de personnes. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une crise terrible sur le plan social, pour ce qui est également du secteur sanitaire. Le régime a détruit tout le système sanitaire du pays. Les hôpitaux, désormais, n'ont plus de matériel, de médicaments. Voilà pourquoi les médecins, les infirmiers ont décidé aussi de quitter le pays. Et on ne peut bien sûr oublier la crise éducative qui est extrêmement douloureuse. Les établissements d'éducation ont perdu leurs instituteurs, leurs professeurs qui ont des salaires extrêmement bas, $1 par jour. Et donc, les élèves ne reçoivent plus d'aide non plus, notamment pour ce qui est de l'enseignement primaire et secondaire. Et j'ai lu quelque part des chiffres concernant les 3 dernières années. 1 200 000 élèves et 166 000 professeurs et instituteurs ont abandonné les classes. Et donc, le frère Guillermo a parlé également de cette question. Et lorsqu'une enquête nationale sur les conditions de vie des jeunes, c'est une recherche effectuée par l'Université centrale et l'Université catholique Andrés Bello, et les données, les chiffres publiés, qui sont le résultat de cette enquête, bien sûr, la situation s'est encore aggravée.
et 94,5% et 77,7% de la population vivent dans une situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté. Et donc, ces chiffres illustrent très bien l'énorme tragédie dont est victime aujourd'hui le peuple du Venezuela. Et là, je pourrais citer d'autres chiffres encore, mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Je souhaite seulement vous dire que ces chiffres sont vraiment très, très décourageantes, très tristes, parce qu'elles sont l'image d'un pays qui s'est appauvri, qui vit, et d'une population qui vit dans des conditions misérables, où le chômage a atteint des taux extrêmement élevés. Et lorsqu'on parle de santé, alors permettez-moi de faire une considération, une remarque. Eh bien, dans cette situation, l'année dernière, comme vous le savez, nous avons été nous aussi victimes de la pandémie de la Covid. Et à quoi pouvons-nous nous attendre dans une telle situation? Eh bien là, nous avons des chiffres de l'Association panaméricaine de santé. Au Venezuela, 14,8% des habitants du Venezuela ont reçu 2 doses d'un vaccin, quel qu'il soit. Et là, nous avons les vaccins russes notamment, et Novax, et les vaccins chinois. Alors, cela signifie que le Venezuela est un pays qui n'a aucune protection face à la pandémie. Il y a des chiffres officiels que je vais vous citer parce qu'elles sont ridicules. Ces chiffres sont ridicules. Selon le gouvernement, dans cette situation où il n'y a aucune protection, où un pourcentage extrêmement bas de population a été vaccinée, eh bien, le gouvernement nous donne ces chiffres. 422 015 personnes infectées, je répète, 429 000 personnes infectées. Et les décès, 5 057 décès. Bien sûr, personne n'y croit. Et là aussi, nous assistons à une horrible manipulation. À cela, il faut également ajouter le taux extrêmement élevé de décès chez les médecins et les infirmiers. Alors là, nous parlons donc d'un régime qui, au cours de ces 22 dernières années, a conduit un pays qui avait toutes les possibilités du monde s'il avait eu de bons gouvernements, de faire partie des grands de ce monde. Eh bien, non, nous nous trouvons aujourd'hui face à cette énorme tragédie. Alors, pour conclure et permettre aux participants de poser les questions qu'ils souhaitent, eh bien, j'aimerais conclure en vous disant qu'en ce moment, les forces démocratiques, moi je ne les appelle pas des forces d'opposition parce que cela rendrait plus complexe le concept. C'est une opposition différente, ce n'est plus l'opposition d'autrefois, l'opposition de 2008 ou de 2015. Aujourd'hui, le régime a créé sa propre opposition, pour ainsi dire. Donc, voilà pourquoi moi je les appelle les forces démocratiques. Eh bien, en ce moment, les forces démocratiques, avec l'aide du royaume de la Norvège, agit en tant que facilitateur pour des pourparlers qui ont commencé au mois d'août au Mexique dans une nouvelle tentative avec des représentations de Maduro et des représentants
de ces forces démocratiques pour arriver à un certain accord, pour voir comment on peut sortir ensemble de cette situation. Nous savons, et là je vais vous résumer le tout, le 13 août, un mémorandum d'entente a été signé, une espèce d'agenda pour les futurs pourparlers. Mais en fait, nous savons que chacune des parties impliquées a ses propres objectifs. Le régime, eh bien, souhaite bien sûr l'élimination des sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne, sanctions qui ont été appliquées au cours de ces 5 dernières années. Et les forces démocratiques vénézuéliennes, elles, souhaitent entamer un processus de changement politique au Venezuela. Pour cela, il faudra organiser des élections transparentes, démocratiques, un processus qui respecte les normes et la Constitution, c'est-à-dire des élections où toute la population vénézuélienne puisse également effectivement participer. Des élections présidentielles et des élections pour l'Assemblée nationale. Dimanche prochain, donc dans 48 heures, nous allons tenir ici au Venezuela des élections régionales pour les gouverneurs et les maires. Malheureusement, les résultats ne seront pas satisfaisants parce que les forces démocratiques sont divisées. Mais le régime non plus ne va pas obtenir de bons résultats à ces élections. Mais ce que nous pouvons dire, et c'est ce que nous espérons tous en fait, c'est que lundi 22, toutes ces forces démocratiques devront s'asseoir autour d'une table et devront commencer une réflexion, un débat sur que faire maintenant, que faire jusqu'à la fin de l'année 2021 et que faire l'année prochaine. Alors là, des propositions sont en train d'apparaître par-ci par-là, mais il ne faut pas aller trop vite. Il s'agit maintenant d'établir un plan d'action pour l'année prochaine. Alors je crois que j'ai épuisé le temps que j'avais à disposition et maintenant je reste donc à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions. Merci. Merci, Rinaldo, pour cet approfondissement. Oui, nous voyons bien que la situation est bien compliquée, bien complexe. C'est vrai, les structures que tu as citées, la situation par rapport à la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, eh bien, vraiment, c'est tragique et il y a une grande différence par rapport le passé et qui, par le passé, était considéré comme un modèle. Alors, nous espérons pouvoir assister à un changement dans les prochaines années. Alors, pour ce qui est des élections du dimanche, eh bien, nous avons maintenant plus d'éléments pour mieux comprendre la situation, une éventuelle évolution de celle-ci. Alors, il s'agit d'élections pour les gouverneurs, les maires, etc. Donc, nous espérons que ces élections vont se dérouler de façon pacifique. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de commentaires et de questions par rapport à ce processus électoral. Alors, sur le chat, plusieurs participants ont fait justement allusion à ces questions.
Alors nous avons des participants qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de différents pays, de différentes régions. Il y a des habitants de Rome, des habitants de différents pays et villes de l'Amérique latine. Les Philippines également sont représentées. Et donc, merci à vous tous et à toutes pour votre participation et votre patience, puisque vous êtes connectés à des heures parfois vraiment impossibles. Et merci. Alors, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, donc il y a moins de 15% de la population qui ont reçu les 2 vaccins jusqu'à aujourd'hui. Mais le gouvernement nous indique que seulement un peu plus de 400 000 personnes sont positives et avec 5 000 décès, n'est-ce pas? Alors là, nous sommes vraiment inquiets, non seulement inquiets à l'égard de la situation au Venezuela, mais également pour d'autres pays, parce que nous voyons que les statistiques officielles ne correspondent pas toujours à la réalité. Tu nous as dit également que 77% de la population vit dans une situation de pauvreté extrême. C'est une horreur. Alors qu'il y a 40 ans, le Venezuela était un pays riche. Et 2 générations et après, eh bien, la situation est complètement différente. Alors, 2 questions. Pourquoi pourquoi, d'après toi, pourquoi le peuple ne participe pas à ces élections? Le frère Guillermo et le frère Osvaldo, justement, ont souligné ce fait. Alors, voilà. Et je te pose tout de suite la deuxième question. Alors, comment est-ce que nous pourrions collaborer avec vous? Rinaldo, alors pourquoi le peuple ne vote pas? Alors, et Osvaldo aussi, bien sûr, peut intervenir sur cela. Pourquoi la population ne vote pas? Alors, au Venezuela, là, je ne parle pas des élections de dimanche, mais je parle des dernières élections. Alors, dans un processus électoral en particulier, celui du 6 décembre 2015, ce jour-là, les électeurs devaient choisir l'Assemblée nationale. Et au cours de ces élections-là, l'opposition était regroupée dans une structure qui s'appelait la Mesa de la Unidad Democrática. Eh bien, pendant ces élections, eh bien, la Mesa a remporté les 2/3 des voix pour l'Assemblée. Et donc, c'était un résultat vraiment exceptionnel. Personne n'avait imaginé que la Mesa aurait remporté la victoire. Et donc, l'Assemblée nationale avait donc une majorité qualifiée qui lui permettait d'effectuer toute une série de modifications, de changements qui étaient nécessaires. Et donc désigner entre autres un nouveau tribunal suprême, la désignation d'un contrôleur, d'un défenseur du peuple, enfin toute une série de changements au niveau institutionnel. Et donc la création d'un nouveau conseil électoral. Et donc, à ce moment-là, nous aurions pu vraiment organiser des élections transparentes. Mais le régime, immédiatement, et donc immédiatement, c'est-à-dire à partir du 6 décembre, le régime
à démonter pas à pas la majorité de l'opposition, donc. Et donc, les 2 années suivantes, 2016, donc une année où la population avait la possibilité de demander une élection et bien sûr Maduro l'a empêché. Et l'année suivante, la population a décidé de manifester, mais les manifestations ont été réprimées. Et nous avons vu des jeunes qui descendaient dans la rue pour protester, pour manifester. Et en 2018, avec toute cette situation qui s'était créée, eh bien, la population a assisté que ses droits n'étaient pas a vu que ses droits n'étaient pas respectés. Alors, à quoi cela sert-il? Cela sert-il d'aller voter, de remporter les élections et ensuite être complètement ignoré? Donc, cela a beaucoup découragé la population, les électeurs, car ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas moyen de faire tomber le gouvernement, le régime qui était en place. Et donc, la répression a été très forte et ceux qui manifestaient étaient vraiment en danger, bien sûr. Et puis, donc les prisonniers politiques ont augmenté considérablement. Et donc, tout cela faisait partie d'une volonté de démanteler l'opposition. Donc la population était découragée et en fait considère désormais que les élections n'ont plus aucun sens. Et puis la population a également peur, donc elle n'a pas le courage en fait de se présenter. Et en outre, les forces démocratiques ne se sont pas mises d'accord, donc elles ne se présentent pas de façon unitaire. Et voilà quelle est la situation actuellement. Voilà pourquoi, à partir de lundi, ces forces démocratiques devront se réunir pour définir un plan d'action. L'accord signé au Mexique, eh bien, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir le soutien de la communauté internationale pour promouvoir des élections transparentes, constitutionnelles. Merci pour cet approfondissement, merci pour ces commentaires. Nous avons reçu beaucoup de questions sur le chat par rapport à cette présentation. Alors là, je vais vous demander une autre question, vous poser une autre question. Alors, étant donné que vous savez qu'il y a une certaine pression de la part du gouvernement par rapport au programme éducatif, alors comment est-ce que la famille dominicaine peut éduquer, développer une conscience citoyenne chez ses étudiants, chez ses élèves, alors qu'on sait que le gouvernement souhaite contrôler l'enseignement et imposer sa propre doctrine éducative. Alors, Oswald, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce propos? Bien, je ne parlerai pas uniquement de l'expérience des écoles, des établissements dominicains. Ici au Venezuela, il y a une association qui réunit tous les établissements gérés par des religieux, donc Association vénézuélienne d'éducation catholique.
et à partir de l'AVEC, donc à partir de cette organisation, par exemple, il y a les écoles jésuites, foi et joie, des écoles qui sont présentes dans les zones rurales, dans les quartiers les plus populaires. Eh bien, il y a déjà des programmes qui sont mis en œuvre dans ces établissements, donc des programmes communs pour justement une promotion sociale. Et là, je ne parle pas uniquement des écoles dominicaines, donc toutes les écoles qui appartiennent aux différentes congrégations présentes ici, eh bien, ont conçu donc un programme de promotion sociale dans lequel l'objectif est d'éduquer les élèves à un système démocratique. Et donc, il s'agirait non seulement de travailler avec les élèves, mais également de travailler avec les parents sur ces thèmes. Oui, bien sûr, c'est une aide, c'est un thème très profond. Et voilà pourquoi je vais vous parler du prochain webinaire qui justement nous parlera des approches de la famille dominicaine au Venezuela pour mieux comprendre quel est notre rôle, quelle est notre responsabilité et quelle peut être notre voix dans une situation si difficile. Alors, je conclus en remerciant Sœur Dasti, qui est justement la responsable de la famille dominicaine à New York. Et de notre côté, je remercie l'équipe qui travaille face à ces questions. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà un petit peu l'objectif également de ces webinaires. Et voilà pourquoi je souhaite remercier tous les participants et nos intervenants. Remercier tous ceux et toutes celles qui nous donne espoir et espérance pour un meilleur avenir au Venezuela. Alors, nous savons que dimanche, vous aurez des élections. Nous demandons l'aide et le soutien de Dieu pour nous aider à surmonter cette épreuve. Et n'oublions pas l'importance d'une conscience et d'une analyse profonde de la part des leaders pour une société civique et pour mieux comprendre où nous irons après tout cela, quels seront les pas à faire pour assurer un meilleur avenir au Venezuela. Nous voulons également vous dire que plusieurs personnes ont collaboré à cet événement. Merci à l'équipe internationale Justice et Paix de la famille dominicaine, Dasti Farrell, qui est la présidente que je viens de vous citer, et qui nous suit partout et qui suit donc les communautés à l'intérieur du pays et à l'extérieur, là où des pourparlers ont lieu, c'est-à-dire au niveau des organisations internationales telles que les Nations Unies. Donc, ce que vous voyez, il est important de voir ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il faut être capable de partager et d'être témoin de la vérité et de la dignité ou de le manque de dignité à l'intérieur du pays et à l'extérieur dans d'autres contextes. C'est grâce à l'aide et à la collaboration des frères, des sœurs, des laïcs et des moniales, grâce au bras de la famille dominicaine
qui ont permis l'organisation de ces webinaires et qui nous donnent la possibilité de servir, nous, ici en Amérique du Nord. Nous sommes promoteurs laïcs, religieux, moniales, jeunes des États-Unis et du Canada qui ont collaboré dans la production de ce webinaire. Et je remercie également la copromotrice de l'Amérique du Nord, toute la famille dominicaine de justice et paix du Venezuela, ainsi que le directeur international et toute l'équipe internationale, toutes les personnes qui sont actives et qui rendent vivante notre présence et qui travaillent avec nous pour protéger des populations telles que la population vénézuélienne. Là, nous allons faire une analyse profonde de l'Église et de la présence dominicaine le 10 décembre à 2 heures de l'après-midi et donc à 8 heures du matin heure Chicago, ou 9 heures, 10, New York, 10 heures Caracas. Donc, nous avons prévu également d'autres initiatives tout au long du temps de l'Avent. Alors, je vous remercie. Je remercie tous les participants, plus de 100 participants, et nous allons bientôt partager tout ce matériel avec toutes les personnes qui n'ont pas pu participer à ce webinaire. Nous remercions nos traducteurs également qui ont ainsi éliminé les barrières linguistiques. Et nous prions avec vous, nous prions avec la famille dominicaine. Alors, vous avez décidé de lancer ce mois de la paix. Nous rêvons d'un pays avec plus d'opportunités. Nous rêvons de pouvoir revenir à l'université. Nous rêvons pour que nos enfants puissent revenir au Venezuela. Nous rêvons d'un accès à la justice. Nous rêvons d'un pays en paix. Nous rêvons d'un pays en démocratie. Que Dieu vous bénisse tous et maintenant vivante cette chaîne pour être solidaire et pour encourager la santé et la solidarité au Venezuela. Je remercie nos intervenants, le frère Osvaldo, le frère Guillermo et également Reynaldo. Donc à bientôt. Rendez-vous le 10 décembre. Que Dieu vous bénisse.